Dear colleagues, dear delegates, good evening. Thanks for being here tonight, and thanks for almost allowing us to start on time. Before moving ahead with the first portion of our evening, I would like to mention that I will, like Justin Trudeau, switch from English to French and French to English. But don't worry, I will keep my outfit as is. As most of you know, we offer simultaneous translation and headsets are available in the back if needed. Donc, vous voyez qu'il y a des écouteurs pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais. Traduction simultanée. Now, for this year's Provincial Council, as you probably noticed, we invited some very special guests. And I want to thank them all for being here tonight and accepting our invitation. As we're only a few months away from the upcoming provincial election, we ask each of the political parties represented in the National Assembly to come and address us tonight about their plan for education. At QPAT, we believe that education must be the priority for any government. And I'm certain that our guests, as spokespersons of their party for education, share the same belief. Before inviting you to address the audience, I would like to take a few minutes to tell you about us, about QPAT teachers, about our reality. We teach in the 9 English school boards, and let's not forget, Keith, the Commission Scolaire du Littoral. We are present in all regions of Quebec. Some of us teach in small schools with fewer than 100 students, teaching multiple levels and multiple subjects, in a context where our students have little or no access to social services or health services in their language, which presents several challenges. In such a context, the school is even more important to the community. And that is why ensuring sufficient and adequate resources to provide quality services to our students in these regions is essential. On the other hand, many of us teach in urban areas with greater population concentration, thus experiencing the same reality and challenges as our Francophone colleagues. Most of us teach in schools which place great emphasis on learning French with bilingual programs and French immersion programs that create de facto streaming. This reality presents organizational challenges and exacerbates the problem of classroom composition. Most of us teach in schools with high levels of integration and inclusion, which represents for us an additional challenge. Lately, it is more and more common to hear from teachers that we have crossed the limit of the excessive constraint for our students with special needs as well as for our regular students. So I know there's a movement in Quebec where we're striving for more and more integration and inclusion. We're not necessarily against that, but we're just saying that it happened over the past couple of years in a more, I would say, wild fashion. And a lot of our students are paying the price because they're not getting the appropriate service that they deserve. Dans ce contexte, in recent years, we, like our Francophone colleagues, have been subject to added pressures and increased expectations. In a context where cutbacks in education have had a great impact to the level of quality and quantity of resources to support us and our students. Maintenant, je passe au français pour ceux qui ont besoin de prendre leurs écouteurs. Dans ce contexte, et compte tenu de ce que vous entendez depuis les derniers mois et les dernières semaines, parce que c'est d'actualité, il est de plus en plus évident que les choses ont changé ces dernières années et que les défis sont grands en éducation. Mais si nous avons un message à vous transmettre à tous les 4, je crois que vous le savez déjà, il n'y a pas de solution simple ou magique en éducation. D'abord, il importe de poser les bons diagnostics, ce que nous faisons rarement avant de prendre des décisions en politique.
Et ensuite, de donner plus de place aux enseignantes et aux enseignants et à leurs représentants, à leur expertise dans cette équation. Ceci vous permettra de prendre des décisions qui risquent davantage d'améliorer nos conditions de pratique comme enseignants, mais ces conditions de pratique-là sont en adéquation directe avec les conditions d'apprentissage de nos élèves. Alors voilà, la table est mise. Now, for everyone, we will proceed with the first block where each of the representatives, as we advised them in the invitation letter, will present to you and address you for a period of 10 minutes each, presenting you the key elements of their plan for education. After this, we will proceed with the question period, and we have submitted to them questions ahead of time so they can prepare. And these questions are quite representative of the questions and concerns that we have received from our members over the past weeks and months. Donc, j'inviterai Mme Carole Poirier, porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation et députée de Hochelaga-Maisonneuve, à venir briser la glace. Vous pouvez le faire comme vous vous sentez à l'aise, évidemment. Vous avez un micro ici à votre place. On y va. Merci. Alors, merci de l'invitation. Vous me permettrez de parler en français puisque c'est ma langue première et mon anglais n'est pas à la hauteur de ce que j'ai à vous dire. Pour le Parti québécois, nous souhaitons être un partenaire. Nous souhaitons être un partenaire dans l'écoute. Cette semaine, nous avons déposé un projet de loi qui est un bouclier budgétaire. Un bouclier budgétaire pour nous assurer que le yo-yo budgétaire que nous avons vécu dans les dernières années, avec des coupes importantes, ne soit plus à l'ordre du jour. Nous souhaitons avoir un budget de l'éducation stable, un budget de l'éducation qui va nous permettre d'assurer les coûts de système et qui va nous permettre de faire en sorte que l'on puisse commencer à bâtir sur une base solide. Mais pour assurer que les coûts de système et que cette proposition fonctionne, nous soumettons au vérificateur général d'établir justement quel devrait être ce budget et les coûts de système, et pour nous assurer qu'il n'y ait pas de marge qui va permettre à un gouvernement d'aller en dessous des sommes nécessaires. Ça, c'est la base. Ça, c'est le minimum. Il faut au moins partir avec un minimum. Dans un deuxième temps, ce que l'on regarde, c'est, et votre président en a parlé, c'est de s'assurer qu'on ait les ressources nécessaires dans les classes. Un des thèmes qu'on va parler, c'est la composition de la classe. Eh bien, moi, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir un seuil de professionnels dans la classe qui va nous permettre que les enseignants puissent enseigner et puissent diffuser la matière. Quel est ce seuil? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et je me suis adressée aux différents syndicats. Il faut travailler ensemble pour déterminer ce seuil. Le seuil, il n'est pas unique. Il n'y a pas un modèle. Il faut des modèles pour nous assurer de répondre aux besoins des classes. Cette semaine, Profs en mouvement ont déposé un manifeste troublant, avec des témoignages troublants, des compositions de classe inacceptables. Inacceptables pour les enfants, inacceptables pour les enseignants. Et moi, c'est à ça que je veux m'attaquer. Mais je veux aussi m'attaquer aux infrastructures scolaires. Moi, je viens d'un quartier où les écoles étaient pleines de moisissures, où on a dû fermer 3 écoles primaires. Quand je vois encore aujourd'hui qu'il y en a pour 3,3 milliards de dollars et que le gouvernement actuel a décidé d'abaisser les taxes scolaires et de prendre le surplus de 600 millions et de tout simplement l'envoyer en compte de taxes à 1 mois avant l'élection, je trouve ça indécent. 600 millions, pendant quelques années, on résorbe le déficit d'entretien. Mais mon collègue d'à côté, lui, veut faire le double, il veut faire 1,4 milliard de réduction de taxes scolaires.
Moi, je dis non aux réductions de taxes scolaires. Moi, je dis investissons dans nos écoles, investissons auprès de nos enseignants, investissons auprès de nos enfants. Merci. So we will invite Mr. David Birnbaum, MNA from Darcy McGee, and Parliamentary Assistant to the Minister of Education and Higher Education. Here you go, Mr. Birnbaum. Merci. It's a pleasure to be with you again. I've had the honor of working with many of you during my years as Executive Director of the Quebec English School Boards Association, with people like Alan Lombard and Richard Goldfinch, Serge Laurendeau, and your current President. Et ça me fait plaisir de joindre à mes collègues de l'Assemblée nationale, Carole Poirier et Jean-François Roberge. Écoutez, il me semble que depuis quelques 4 ans, on se côtoie plus que nos familles. Ma conjointe et mes 2 enfants me manquent, mais non, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec mes collègues. On va se comprendre et aussi avec le représentant du Québec solidaire, Alexandre Leduc, qu'il y aura des discordances dans nos perceptions des choses, mais pas sur la chose qui nous réunit, c'est-à-dire le sort de nos enfants, les conditions qui vous accueillent chaque jour dans vos salles de classe. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On est sur la même longueur d'onde. Aussi, nos leaders respectifs s'expriment de façon différente, mais ils s'entendent sur l'idée. It should be self-evident, but it's not always, and it's not always concretized by the attention given and the expenses accorded. It should be self-evident that education is where it all starts. I do want to just spend a quick minute saluting QPAT. I had amongst my responsibilities that of supervising the côté patronal in coming to collective agreements on all non-monetary matters and working closely with our team that shepherded those negotiations. And that was one, obviously, major point of contact with QPAT, but my experience over my 10 years and in a previous life in education was always a very positive and constructive memory of that relationship and of QPAT's approach. And if I might, I think it's so important that unions succeed in combating an often unfair, I'm sure you'll agree, public perception that they're doing nothing but defending their members and their monetary and career interests. That's obviously a pretty baseline job that any responsible union does. But I was pleased to see, and I see it from my relatively new perspective too, that there's an understanding that the unions that represent you know how education works and have very important contributions to make to how it is viewed and dealt with by governments and other interested stakeholders. So I think that's worth noting. Je me permettrai de prendre juste une minute pour nous rappeler des choses qui sont distinctes et différentes quand on parle de l'éducation publique anglais au Québec. Parce qu'il me semble qu'il faut dire que l'école du quartier, j'entends souvent des débats à l'Assemblée nationale, l'école du quartier n'existe plus. We have kids on buses for 90 minutes each day. And the notion, which I deeply respect, of us having discussions in Montreal about the danger of one school closing and kids having to cross a busy street, believe me, I understand how real that is. That's a luxury that's been gone for a generation and a half for the English schools of Quebec. We're talking distances that require innovation, imagination, and great ingenuity by teachers who are often teaching split classes, qui sont obligés de faire de longues distances eux-mêmes, de changer de mandat chaque année. C'est particulier notre sort. Je me permets de le dire, notre sort. And I think it's worth remembering, and I think my colleagues are sensitive to this, how we as a sector, and I trust with our government support and recognition, have responded to those challenges of adapting every curriculum that's first developed in French and then has to work for your kids in the classroom, on leading
let's not understate it, leading the world with respect to French second language teaching. Je me permets une anecdote et là je vais prendre la responsabilité de défendre ce qui fait notre gouvernement et puis dans les questions. Quand on parle de la traduction simultanée, je vous avoue qu'un de mes moments les plus fiers, j'ai été directeur général de l'ACSAC dans le temps, il y avait une Xème consultation sur un Xème projet de loi sur l'avenir des commissions scolaires. Et c'était une consultation désignée aux partenaires de la communauté d'expression anglaise au Québec. Donc, tout à fait normal, il y avait les appareils disponibles pour la traduction simultanée. Nous étions peut-être 100 intervenants, des parents, des profs, des directeurs d'école, des élus. Et il n'y avait pas un appareil qui a été ramassé parce que tout ce monde-là était à l'aise en se prononçant, en suivant la session très compliquée en français. Alors, notre grand honneur, je me permets de le dire. Mais toutes ces particularités exigent d'un gouvernement, le nôtre actuellement, des responsabilités aussi, qui touchent aux deux secteurs, mais qui ont leur couleur, si vous voulez, dans notre secteur. Là, je crois qu'il n'y aurait pas grand désaccord entre moi et mes collègues qu'on parle des besoins criants, qu'on soit réaliste. Les besoins sont là pour des raisons qui s'expliquent. Une explosion en termes de nombre d'élèves en difficulté d'apprentissage et de l'adaptation qui fait en sorte, et je le respecte. Bon, Jean-François, tu étais dans la salle de classe, moi je ne l'étais pas, mais j'espère que j'ai une empathie pour le défi devant vous d'avoir les classes intégrées à la fois, et j'espère que vous ne trouverez pas ça paradoxal. Je me permets une autre fois de partager, j'espère, votre fierté collective pour la façon que nous avons donné comme mission primordiale d'intégrer quand on peut des élèves en difficulté. Je le dis en tout respect pour le besoin criant que vous ayez l'appui nécessaire pour une tâche qui est de plus en plus complexe, j'en conviens. Mais je trouve vous êtes des parents aussi et vous parlez aux parents de vos enfants avec des difficultés. Et j'imagine, je l'espère, que ça vous sensibilise, si vous ne l'êtes pas déjà, to the gift you are giving to those children by making sure their experience is right there along with the normal kids. And let's not forget that the normal kids are enriched and benefit from that as well. But that's not to deny the absolute challenge that puts before all of you in dealing with this very complex classroom of today. And look, I'm not going to bury you with numbers, many of which I don't have in front of me. But over the next 5 years, and it's already started, we're talking about 8,500 new resources to a great extent to support that integrated classroom. That's not nothing. The minister who sends his regards, by the way, I'm proud to be the adjoint to Monsieur Sébastien Proulx, who is visiting classrooms every week. He would be the first to note the cumulative deficit with respect to getting all of our school buildings up to scratch. And that is a matter of the quality you're able to deliver in the classroom. It's absolutely linked. But the investments we've made, absolutely linked, we're not going to talk budgets here too much, but absolutely linked to balancing the books so that we have the money to do so. The investments we've made in infrastructure are historically large. Are they big enough? They never will be, but they're historically large. So I think we're understanding that there need to be more resources in your hands. There need to be an issue that matters to all of us every day, labor stability. Nobody got decreed back. There's a 5-year agreement in place right now that together we made happen, labor stability. Classroom resources that you need, support for early intervention, additional support for literacy, support for what our sector has done so well, involving parents as full partners, and working together. So the challenges are enormous, but I hope and I think that the government I'm part of is sensitive to
this particular school community's needs and to the absolute centrality of education to moving Quebec forward. Thank you. Nous invitons maintenant M. Jean-François Roberge, député de Chambly, porte-parole de la coalition Avenir Québec. Oui, thank you very much. I prefer to address you by standing up because I'm a teacher just like you. I teach. I think it's maybe I don't know. The blood goes into my brain, and I don't know. I'm better when I stand up. So, Mr. President, no, okay, I'm not in the National Assembly. So, first, let me present myself to you. I'm Jean-François Roberge. I'm a MNA for the CAQ since 2014. First, I am a teacher, just like you. I'm your colleague. I've taught for 17 years, from 1997 to 2014. I'm still a teacher. I still earn my job. I still have my union card just right here because I know that sometime I will go back into a classroom and I will continue to do, I think what I do best is teaching at elementary school. So you may know that I will take good care of the education system because I will go back. I will continue in French because I understand everything you would say in English, of course, but I know that I won't address all I have to say in English because I have to, think too much. Donc, je vais continuer en français. D'ailleurs, le micro n'était pas d'accord avec mon anglais. Donc, j'étais à la Coalition Avenir Québec il y a 6 ans et demi quand on l'a fondée au départ. Et les valeurs de base de la Coalition Avenir Québec, il y avait 4 textes fondateurs. Il y en avait un qui était relancer l'économie pour enrichir le Québec et les Québécois. Pas enrichir le PIB, mais enrichir les Québécois. L'autre, c'était la culture québécoise. Oui, on est une société distincte, on est une nation à part. L'autre, c'était l'équité entre les générations, de s'assurer qu'on ne laissera pas à la génération qui suit la facture de ce qu'on s'est payé. Et l'autre, c'était l'éducation. Donc, il y avait 4 thèmes lorsqu'on a fondé la Coalition Avenir Québec. Et moi, j'ai signé les textes fondateurs du document éducation à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas amélioré depuis. On s'est amélioré depuis. On était junior un peu en 2012, pour vrai. On avait à apprendre pas mal de choses. On avait fondé la CAQ à 15 personnes. Et aux dernières élections, on a eu presque 1 million d'électeurs. Donc, vous voyez qu'il a fallu écouter tout ce monde-là. Puis oui, on a fait des erreurs en cours de chemin. Et depuis ce temps-là, je pense qu'on est pas mal plus à l'écoute, à la fois de la population, mais aussi des enseignants, des syndicats d'enseignants et d'un peu tout le monde. Je vais commencer par démonter 2 épouvantails que nos adversaires utilisent. Il y en a plusieurs, mais mettons que je prends les 2 plus gros. La Coalition Avenir Québec va couper en éducation parce que c'est un parti d'extrême droite. Vous parlez à un prof syndiqué. Hein? Donc, évidemment que ça n'a pas de bon sens. Oui, on a proposé de baisser les taxes scolaires à un taux uniforme à la grandeur du Québec pour avoir une plus grande équité fiscale. Ce n'est pas une mesure d'éducation. Ça n'a rien à voir avec le réseau d'éducation. On voulait faire 2 choses. On voulait remettre de l'argent dans le portefeuille des gens, des familles surtout, puis on voulait éliminer une inéquité interrégionale. Mais ce n'est pas une mesure pour ou contre le budget d'éducation. D'ailleurs, la grande partie du budget d'éducation ne vient pas des taxes scolaires. En ce moment, c'est à peu près 17-18 % du financement des commissions scolaires qui vient de la taxe scolaire. Il y a à peu près 20 ans, quand le parti de ma collègue était au pouvoir, c'était 5 %. Ce que ça veut dire, c'est que depuis une vingtaine d'années, le gouvernement a réduit son financement des commissions scolaires et les taxes scolaires ont augmenté. On pense juste qu'on peut mieux financer, pas moins financer, mieux financer le réseau en réduisant les taxes scolaires puis en prenant de l'argent du gouvernement pour combler le manque à gagner puis s'assurer qu'il n'y ait aucune coupure. Donc, je vous dis ça tout de suite, il n'y a aucun lien à faire entre ce qu'on veut faire, la mesure fiscale des taxes scolaires et le réseau d'éducation. La deuxième chose, et c'est particulièrement important, d'ailleurs, il y a une lettre ouverte, vous avez peut-être vu aujourd'hui dans The Gazette que j'ai publiée à propos du plan de gouvernance. Des gens pensent que la Coalition Avenir Québec va abolir les commissions scolaires.
puis il ne restera plus rien. Il va y avoir les écoles, puis le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas le cas. On veut transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles. On veut abolir les élections scolaires. Certainement. Oh que oui. Autant dans le réseau francophone qu'anglophone, c'est vrai. On pense que ce n'est pas une bonne idée d'avoir 72 mini-gouvernements élus au Québec parce qu'il y a 72 commissions scolaires. On pense que les décisions devraient se prendre au gouvernement, par un gouvernement dûment élu et avec une légitimité démocratique, et dans les écoles. C'est ça l'objectif. Puis les centres de services aux écoles, les 9 commissions scolaires anglophones là, gardent leur territoire. Pardon, ça devient... Je suis un prof, hein? Alors, les 9 commissions scolaires deviennent 9 centres de services aux écoles. On ne touche pas les territoires, il n'y a pas de fusion forcée, il n'y a pas d'élimination. Ça devient des bureaux administratifs destinés à supporter les écoles. Pas à diriger les écoles, pas à dire quoi faire aux écoles, pas à faire des politiques qui vont dire aux directions d'école quoi faire, puis aux enseignants comment enseigner, puis à faire des examens au niveau de la commission scolaire pour monitorer vos apprentissages, faire de l'apprentissage par les résultats. À tout ça, on dit non. À tout ça, on dit non. On va avoir des centres de services aux écoles, et ça dit School Service Centers, des centres de services aux écoles qui vont rendre des services aux écoles parce que les décisions vont davantage se prendre dans les écoles. Dans les centres de services, il y aura une répartition des ressources parce que c'est nécessaire pour avoir une vraie égalité des chances d'avoir une répartition des ressources qui tiennent compte évidemment de la taille des écoles, qui tiennent compte de la clientèle des écoles, mais on veut que les professeurs aient plus leur mot à dire. Pas sur l'administration puis ce qu'on fait dans les fichiers Excel, sur les décisions qui doivent se prendre dans l'école. Ceux qui connaissent les élèves par leur nom doivent être ceux qu'on écoute, doivent être ceux qui prennent les décisions. Voilà l'objectif. Une autre chose qu'on veut mettre en place, c'est la prématernelle 4 ans. On veut offrir la prématernelle 4 ans à la grandeur du Québec. Et il y a un paradoxe au Parti libéral, c'est qu'ils veulent l'implanter, mais sur 60 ans. C'est un petit peu long à notre goût. OK? Parce qu'en ouvrant à peu près 60 classes, 80 classes par année, là, ça va prendre 60 ans avant de l'offrir à la grandeur du Québec. Mais il dit, c'est pas grave parce qu'en attendant, on va offrir les prématernelles 4 ans aux codes postaux, comme si les codes postaux, ça avait besoin de service. On va y aller par des codes postaux là où il y a les codes postaux où les gens sont plus pauvres, parce que c'est là qu'on a besoin davantage de services, puis on veut offrir dans les milieux plus pauvres la prématernelle 4 ans. Il peut y avoir du bon là-dedans. Si tu veux l'implanter sur 5 ans, sur 7 ans, sur 8 ans, tu peux commencer là. Mais un trouble du spectre de l'autisme, là, ça n'a rien à voir avec le code postal, l'endroit où tu habites. Un trouble du spectre de l'autisme, ça n'a rien à voir avec le salaire de tes parents. Que tu fasses 80 000, que vos parents fassent 80 000 $, 20 000 $ ou 180 000 $, là, ça se peut que l'enfant ait un trouble du spectre de l'autisme, ça se peut qu'il bénéficie d'une prématernelle 4 ans. Une dysphasie, une dyspraxie aussi, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que c'est des préjugés éhontés de dire que ce genre de difficulté-là, ce genre de retard de développement ou de troubles neurologiques a un lien avec le milieu socio-économique favorisé ou défavorisé. Des gens vont nous dire, « Ouais, mais si vous ouvrez la prématernelle 4 ans, là, c'est parce que vous êtes contre les CPE. » Savez-vous qu'il y a à peu près 20 des enfants de 4 ans qui ont accès au CPE en ce moment au Québec? 80 des enfants de 4 ans en ce moment ne sont pas dans les centres de la petite enfance. Alors, de dire qu'on va offrir, pas obligé, offrir aux parents qui ont un enfant de 4 ans la possibilité d'envoyer leur enfant dans une prématernelle 4 ans, pour 80 des enfants, de toute façon, ça ne les sort pas du CPE. Ils n'y ont pas accès en ce moment. Et pour les autres, ils vont continuer de le fréquenter. Si les parents choisissent de laisser l'enfant au CPE, fine, pas de problème. Donc, nous, on pense que c'est une mesure qui va venir vous aider à moyen et à long terme. Parce que l'intervention précoce, c'est la meilleure façon de préparer les jeunes à la réussite. Nous, on croit qu'il faut amener les jeunes en première année avec une vraie égalité des chances. C'est là que ça se décide. Si les jeunes arrivent en première année avec
une socialisation. Parce que la prématernelle 4 ans, puis la maternelle, vous savez très bien que c'est pas tout le monde assis puis on fait des mathématiques. Là, hein. C'est beaucoup de socialisation, c'est du jeu. On veut qu'il y ait du dépistage, l'intervention précoce, des services professionnels. On me fait signe 1 minute, c'est correct. Donc, on veut amener les jeunes en première année avec une vraie égalité des chances parce qu'on considère que l'éducation, c'est l'ascenseur social. C'est ça qui devrait amener une vraie égalité des chances. Puis pour avoir une vraie égalité des chances, puis pour avoir un taux de diplomation qui ne varie pas entre les milieux socio-économiques pauvres et riches, bien, il faut amener tout le monde au même niveau à peu près en première année. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais retourner m'asseoir. Tantôt, je vais débattre là-bas, mais au début, je voulais m'adresser à vous debout. Je vous remercie de cette invitation, puis je vous dis à la prochaine fois. Donc, nous allons inviter Alexandre Leduc, qui est candidat pour Québec solidaire, et qui vient en lieu et place de Gabriel Nadeau-Dubois, qui ne pouvait pas être ici ce soir, à s'adresser à vous au nom de Québec solidaire. Et les candidats dans Hochelaga Maisonneuve pour Québec solidaire. Merci, thank you. As my former colleague, I'll start in English and I'll go down in French, not to get all the technical terms lost in translation. So I'm a candidate in the East Riding of Hochelaga Maisonneuve. It's my third campaign. It will be my third campaign. I'm actually in parental leave, so today I was in charge of little Jeanne, 7th month today. But when I'm not on parental leave, I'm a union rep. I work at FTQ on the research department. Before that, I was at the Public Service Alliance of Canada, PSAC. I was doing unionization. I've done some work with my team there at unionizing TAs at Concordia and McGill a few years ago. I'm very proud of that. My family, on my mother's side, comes from a small bilingual village of Armstown in Montérégie. Oh, so I was wondering, I have a cousin there. She works at Chateauguay Valley Regional. Wow, so there's someone. Say hello to Jessica. So, let's get down to business now. La vision de Québec solidaire est simple, c'est de faire de l'éducation une réelle priorité au Québec, parce qu'on considère évidemment que ça n'a pas été le cas dans les dernières années. Particulièrement au niveau financier, au niveau budgétaire, on a connu des années de vaches maigres, on a connu l'austérité, même si le gouvernement a refusé d'utiliser le terme, et ça a eu des effets assez néfastes. De plus en plus de gens parlent d'une génération perdue, d'une génération oubliée pour qualifier les élèves qui auront connu cette période-là de vaches maigres budgétaires, mais il faut aussi parler de génération sacrifiée pour les enseignants, pour les enseignantes également, qui s'épuisent à la tâche, qui tombent comme des mouches. J'ai une de mes amies qui fait le même boulot que vous, là, qui est syndicaliste à la commission scolaire de Pointe-de-l'Île. Ils ont fait des statistiques, je ne sais pas si vous l'avez fait dans vos syndicats respectifs, mais elle a jugé que pour sa commission scolaire, il y a un ratio d'à peu près 12 profs par mois qui tombent en burn-out, qui tombent en congé d'épuisement. C'est vraiment énorme. Il y a des sortes de problèmes qui sont générés par ça. En plus, les listes de remplaçants et de remplaçantes sont vides. C'est difficile de se faire remplacer si on va aller se faire former. Quand on tombe malade, c'est encore difficile de se faire remplacer également. Il faut que les autres profs fassent une période libre et s'échangent le local à partir de la même journée. Donc, c'est des conditions de travail qui sont vraiment de plus en plus difficiles et il faut mettre un frein à ça. Et ce n'est pas avec des petits investissements comme ceux qu'on voit en ce moment qui nous sont saupoudrés par le Parti libéral qu'on va régler la casse qui a été faite en matière financière dans les dernières années. Je rappelle, là, je ne veux pas tomber dans une pluie de chiffres, là, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont fondamentaux. Dans le budget en éducation 2014-2015, il y a eu une hausse du budget de 1,6 %. L'année suivante, une hausse de 0,2 %. Mais quand on sait que l'inflation, qui oscille d'habitude entre 2 et 3 %, c'est-à-dire l'augmentation normale des coûts, là, le salaire des profs, etc., le matériel, quand c'est à peu près 2 et 3 % le coût normal de l'augmentation du budget, si je vous augmente de 0,2 %, bien, ça fait que vous devez, dans le réel, faire des compressions. Vous devez couper. Et c'est ça qui est arrivé à notre réseau dans les dernières années, et c'est hautement dommageable. Entre 2010 et 2016, on a calculé qu'il y a jusqu'à 1,5 milliard de dollars qui ont été coupés en éducation. Et on trouve qu'une société qui sacrifie ses enfants sur l'autel de l'austérité, ce n'est pas une société juste. Les effets de les compressions en éducation se font sentir à plusieurs niveaux.
d'un niveau plus individuel, plus personnel. C'est anecdotique peut-être, mais je trouve que ça illustre combien de personnes ont de la misère à arriver avec leur budget de classe. Hein. On se fait dire maintenant qu'ils ne peut même plus acheter des Kleenex pour son budget de classe parce que c'est pas permis, on n'a pas assez d'argent pour ça. Mais l'enfant, lui, il n'a peut-être pas de Kleenex lui-même, alors il va se moucher comment? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en amène de chez nous, hein? On en paye de notre poche. Et puis, c'est un peu ridicule. Puis là, on se fait donner un crédit d'impôt au fédéral maintenant. Je veux dire, je ne suis pas contre ce crédit d'impôt-là, c'est bien, mais il y a quelque chose d'absurde où est-ce qu'on dit, avec votre propre paye, avec votre propre salaire, vous allez devoir fournir des éléments de base de ce qui devrait être dans votre classe. Et on vous remercie de le payer de votre poche, fait qu'on vous donne un petit crédit d'impôt fédéral pour ça. Ça démontre toute l'absurdité de la situation. Au niveau plus structurel, les coupures, ma collègue Carole Poirier de Schlager-Maisonneuve, on vient du même quartier, a parlé des écoles et on en a eu 3 sur la rue Adam. Heureusement, on a celle de l'école Barry qui a été reconstruite récemment, mais c'est catastrophique. Là. Dans ce cas-là, il y a des jeunes, en fait, qui auront connu un cycle complet en dehors de leur école parce que l'école leur a été fermée tellement longtemps qu'ils auront le temps de faire leur primaire au complet à l'extérieur dans une école beaucoup trop loin de chez eux. Alors ça, c'est des problèmes qui vont se multiplier. C'est surtout dans la région de Montréal, bien sûr, mais il y a d'autres régions qui sont touchées. Et c'est un énorme problème à laquelle il faut faire face en investissant, en mettant de l'argent en neuf, en choisissant, en faisant le choix de l'investissement massif, qui est la seule solution pour y arriver en cette matière-là. Il y a d'autres choses dont le réseau a besoin. Je vais en nommer quelques-unes. C'est quand même des choses classiques, mais c'est bien de les rappeler. C'est bien de mettre nos revendications au goût du jour. Réduire le nombre d'élèves par classe. C'est pas vrai qu'enseigner une classe de 26, c'est la même chose que d'enseigner à une classe de 16. C'est pas vrai. Il faut embaucher plus de personnel spécialisé pour appuyer les profs dans leurs tâches. Il faut lancer un vaste chantier d'infrastructures pour la réfection des écoles, la construction de nouvelles écoles. Dans la grande région de Montréal, dans les banlieues aussi de Montréal, on a un boom de population, donc il va falloir penser à construire des nouvelles écoles. Il faut adopter un plan national pour entretenir les écoles qui sont déjà en place. Il faut appuyer les commissions scolaires, pas les abolir. Je pense que la démocratie scolaire, même si elle n'est pas aussi forte que la démocratie québécoise ou canadienne, elle mérite d'exister. C'est déjà mieux que pas de démocratie du tout. Et je pense qu'il faut appuyer cette démocratie, la mettre en valeur, encourager les gens à aller voter. Il ne faut pas donc tomber dans la logique facile de vouloir abolir les commissions scolaires. Il faut mettre sur pied une stratégie nationale pour contrer l'analphabétisme. C'est un grand problème. Il faut un réinvestissement majeur dans le réseau, ça j'en ai parlé tantôt, mais parlant de réinvestissement, la mesure forte de Québec solidaire, vous en avez peut-être entendu parler, c'est mettre fin au financement public des écoles privées. Vous savez sans aucun doute que des écoles privées, vraiment privées, ça n'existe pas vraiment parce que la plupart des écoles privées reçoivent énormément de financement public, souvent jusqu'à 70% de financement public qui sont alloués donc aux écoles privées. C'est un gros problème. Nous, on considère que c'est profondément inéquitable parce que c'est tous nous autres, avec nos impôts, qui payons ce financement public aux écoles privées, mais dans la réalité, ce n'est pas tous nous autres qui avons accès à ces écoles privées-là. D'abord, accès géographique parce qu'elles sont essentiellement concentrées dans la grande région de Montréal et ensuite accès réel parce qu'il y a très peu de personnes qui ont accès en termes de notes et en termes financiers. Il y a une inéquité également au niveau financier. 72% des élèves qui vont dans les écoles privées ont des parents qui ont un revenu de ménage de 100 000 $ et plus. Donc, ce n'est pas nécessairement un besoin qui soit financé par le public, ces élèves-là. Et le public ne prend pas la charge lourde de s'occuper des enfants HDAA. 22% des élèves dans le public ont des troubles HDAA, tandis que 5% dans le privé font face à ces défis-là. Alors, évidemment, les cas lourds, on les laisse au public, mais on finance quand même le privé. On a un problème ici. On pense à Québec solidaire à faire cette transition-là parce qu'on s'entend qu'abolir le financement public dans le secteur privé, c'est quand même un gros changement structurel. Ça ne se ferait pas du jour au lendemain. On prévoit un plan sur 4 ans pour y arriver, donc dans un premier mandat. On calcule qu'à la fin de cette transition-là, on serait en mesure de dégager des économies annuelles de 98 millions de dollars qu'on, évidemment, réinvestirait
dans le réseau. C'est une idée, l'abolition du financement public des écoles privées, qui est largement soutenue par les Québécois et Québécoises. Dans un récent sondage, 73% des gens au Québec soutenaient cette idée-là. C'est quelque chose qui n'existe pas en Ontario, par exemple, le financement public des écoles privées, parce qu'on a jugé que c'était une mesure inefficace, injuste, qui allait à l'encontre de la cohésion sociale. Et c'est une mesure forte qu'on veut mettre de l'avant, évidemment, avec le réinvestissement public dans le réseau de l'éducation au Québec pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Duc. Thanks to all for their presentation. Now we're going to move ahead with the second block of our evening, the question period. So I will read one question and then each of them will answer the question directly. So I will start by reading the first question in French and then we'll go with the English and the French and the English. Première question. Au cours des années, le peu de reconnaissance et de respect pour l'expertise des enseignantes et des enseignants, l'imposition de programmes ou de réformes sans réelle consultation de ces derniers, la détérioration des conditions de pratique, tout autant que le fait que nos salaires soient parmi les plus bas au Canada, sont autant de facteurs qui ont contribué à dévaloriser et à rendre moins attrayante la profession enseignante. Quelles mesures concrètes un gouvernement de votre parti compte-t-il mettre en place pour réellement valoriser cette belle profession et lui assurer une relève? C'est une question très pertinente. Une des choses qui font partie des conditions de pratique, évidemment, c'est la qualité des infrastructures, les écoles. Est-ce que c'est la peinture s'écaille ou si c'est correct? Est-ce qu'il y a des champignons dans les murs? Est-ce que les fenêtres coulent? Est-ce que le gymnase est suffisamment grand? Donc, c'est certain qu'il faut faire une mise à jour de nos infrastructures. Au-delà de ça, nous, on veut faire un engagement très clair que toute rénovation majeure, je ne parle pas juste de changer des fenêtres. Changer des fenêtres, là, ça fait des fenêtres neuves dans une vieille école. Mais quand on fait une rénovation majeure, un agrandissement ou une construction d'écoles nouvelles, on veut qu'à chaque fois, on soit obligé de passer par un concours d'architecture. Donc là, on vient de changer de vision de nos écoles. On aimerait que l'école, à terme, ça soit le bâtiment le plus joli de la ville ou du village, pas la SAQ. Parce que, si vous regardez ça, le gouvernement gère deux établissements, souvent dans une ville, là, la SAQ, puis l'école. Puis la SAQ, il y aurait des quarts aux 5 ans. Avez-vous déjà vu une SAQ délabrée? Pas belle? Non, c'est beau, c'est l'éclairage, c'est tamisé. Mon Dieu, on voudrait coucher là. Mais pas dans les écoles. Donc, bref, ça, c'est quelque chose que je veux dire sur les conditions de pratique. Ensuite, c'est une hécatombe, le nombre d'enseignants qui quittent en début de parcours. On a un problème. On voudrait que ça soit obligatoire que dans tous les centres de services aux écoles, il soit obligatoire d'avoir un service de mentorat pour les nouveaux enseignants. Il faut libérer les enseignants mentors. Il faut dégrever du temps de travail. Il faut alléger la tâche pour que ces mentors puissent donner du temps aux mentorés et non pas en surplus de tâches. Donc ça, pour nous, c'est essentiel et qu'il y ait ce même mentor-là pendant les 5 premières années. Évidemment, quand ça clique, quand le mentor et le mentoré s'entendent bien, je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider autant l'un que l'autre, d'ailleurs. Moi, j'ai accueilli, en 17 ans, j'ai accueilli 13 stagiaires et ça m'a énormément enrichi d'accueillir ces stagiaires-là. Je pense que ça pourrait être la même chose dans une relation mentor-mentoré, une relation professionnelle saine entre deux professionnels. Et je pense que les deux auraient à y gagner notamment. Ensuite, l'expertise des enseignants, bien, je vous le dis carrément, on veut modifier la loi sur l'instruction publique pour enchasser dans la loi le statut d'expert des enseignants et dire que ce sont eux et eux seuls qui peuvent décider des procédés et des approches pédagogiques. Ce n'est pas le conseiller pédagogique de la commission scolaire. C'est pas la direction d'école, c'est l'enseignant qui devrait être le responsable de ça. Donc, voici quelques mesures. Je m'arrête parce qu'on m'a dit que j'avais 3 à 4 minutes et je suis à 3 minutes 45. Vous m'avez pris en plein milieu de ma gorgée. Quelques mesures, évidemment, pour valoriser la profession enseignante. On l'a évoqué il y a quelques instants, respecter l'autonomie professionnelle des enseignants et enseignantes en matière d'évaluation, des méthodes pédagogiques, la formation continue. C'est eux, les professionnels dans la classe, ceux qui connaissent leurs élèves, ceux qui connaissent leur environnement, ceux qui connaissent leur matière. Il faut qu'on les écoute. Une chose dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est
mettre en place des consultations pour réviser la formation des maîtres. Je m'explique. Dans les cours, dans les bacs qui nous mènent au brevet d'enseignant, on n'aborde à peu près jamais la structure des écoles. Il y a beaucoup d'enseignants, enseignantes qui arrivent dans leur classe, mais qui ne connaissent pas tout à fait comment fonctionne la commission scolaire, comment fonctionnent les prises de décision à l'intérieur de l'école. Et c'est un grand problème, parce qu'après ça, il y a beaucoup d'enseignants, enseignantes qui ne connaissent pas la relation ou le rapport qu'ils devraient avoir avec le directeur ou la directrice. Ce n'est pas toujours un rapport, puis vous êtes des syndicalistes, vous le savez, ce n'est pas un boss à employé. On est supposé être un peu quand même des partenaires, on est supposé de pouvoir travailler ensemble. On n'est pas obligé de dire oui à tout ce que le directeur ou la directrice nous dit. La plupart des bacs n'offrent aucune formation en matière de loi de l'instruction publique. On n'enseigne jamais ça aux futurs enseignants-enseignantes. C'est quand même la base de la loi de l'instruction publique. C'est une loi compliquée, mais il faudra quand même en avoir quelques rudiments pour pouvoir être en mesure de bien comprendre dans quel environnement on évolue. On a beaucoup d'accent qui est mis sur, je pense, ces 2 cours qui sont obligatoires dans le bac, sur le dépistage des diagnostics HDA. Ce n'est pas un problème en soi, bien sûr, mais il y a quelque chose, encore une fois, de dommage, parce qu'on a des professionnels pour ça qui sont supposés être ceux qui vont faire le dépistage, mais on a toujours tendance à mettre le travail sur le dos des profs. On en met toujours plus sur les profs, et c'est un problème parce qu'il faudrait qu'il y ait un allègement de leurs tâches d'enseignante en réalité pour qu'ils puissent se concentrer sur l'enseignement. Si on embauchait plus de spécialistes, je pense qu'on éviterait le problème, en tout cas, on réduirait certainement le problème des burn-out que j'évoquais plus tôt, qui coûtent cher, parce qu'on peut dire, ça coûte cher embaucher des spécialistes, mais les burn-out aussi, ça coûte cher. C'est des gens qui partent, qu'on doit payer, qu'on doit remplacer. Donc, qu'est-ce qui est mieux d'embaucher des spécialistes qui vont appuyer les profs dans les classes ou de payer des profs qui sont malades année après année? Il faut mettre en place des mesures pour réduire la précarité du personnel enseignant. Ce n'est pas un secret pour personne. L'obtention d'une permanence, d'un poste, c'est quelque chose qui est sécurisant, c'est quelque chose qui nous aide à nous établir dans la vie. Il faut augmenter le salaire, évidemment. On le disait tantôt aussi qu'on est dans les moins bien payés au Canada. De combien, encore une fois, je pense qu'il y a de l'espace pour la négociation. Dans un syndicat, évidemment, on va laisser place à la négociation. Mais l'idée, c'est de rehausser quand même de manière importante le salaire. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans les mesures, par exemple, de création d'ordre des enseignants, des mesures qui visent à évaluer, à surévaluer toujours votre travail avec des représailles à la fin de l'équation, parce que la logique de l'ordre des enseignants ou de l'évaluation, elle ne prend pas en compte le caractère socio-économique, les inégalités sociales. Évidemment qu'un enseignant dans mon quartier, Hochelaga-Maisonneuve, qui vit toutes sortes de défis de pauvreté, va avoir pas des aussi bons résultats scolaires avec sa classe qu'une enseignante dans une école un peu plus cossue, disons-le, de Westmount ou d'Outremont, par la force des choses. Alors, comment on peut faire pour trouver un équivalent, en tout cas? Donc, moi, je ne crois pas trop à cette logique-là. Et finalement, il faut impliquer les profs. Il faut les mettre au centre du processus pédagogique. Il faut leur donner une chance aussi de s'approprier les nouveaux contenus. Là, on a coup sur coup du nouveau contenu en matière d'études sur les finances, les capacités financières. On va avoir un nouveau cours d'éducation sur la sexualité. C'est super, mais on garoche ça tout de suite sur les épaules des profs et on leur laisse pas le temps de s'approprier correctement le contenu. Et ça, ça aide personne au bout du compte. Merci. Let me just get something dull out of the way. To do these things, you need to have the money to do them. Okay? And I'm not talking as a banker. You need to balance the books so that the 3 cents on every dollar that would otherwise go to the bank so that we can borrow money to invest in education, those 3 cents will be put back into the public purse so that we can do the right thing. So it's not boring or right-wing to worry about balancing the books. You got to do it so that you have the resources to do stuff. We didn't do that to please the business sector. Nothing wrong with pleasing the business sector. We did it to give ourselves the means to act towards social justice and equity. So you got to start by balancing the books. You move forward by putting together un plan de réussite. Ce qu'on a fait de façon très ambitieuse, vous étiez plusieurs à assister aux consultations de cet large chantier. Un chantier qui visait à mettre de côté. On a appris aussi des discussions stériles sur les structures. On a vu qu'il y avait un consensus assez important, et on va en revenir, j'imagine, sur l'importance des commissions scolaires, des gouvernements locaux, qui ont toute leur importance in a minority language community like ours. But you start by putting the focus on
student success and welfare. You make your job more important and more doable by working on early intervention, by, like I say, adding 8,500 resources so that you have the tools to exercise your profession. You are all interdisciplinarians. I hope and I think you would agree that you don't want to go back to streaming, where every kid in your class is on exactly the same track. We're very progressive at looking at student-centered learning, but you have to have the tools to deal with today's classroom. And 8,500 resources is a start on that. We've talked, and we'll talk some more about infrastructure. Again, the environment, as you all know, has to be favorable to learning. And the deficit is going to remain. We've set out an ambitious target of making sure every school in Quebec by 2030 is in the A, B, or C range, which means acceptable. Well, they all look like the SAQ branch. I hope so, but it's a pretty good start. When we talk about consultation, let's remember that the Education Act said school principal ain't a dirty word. They were all you before. They have to have been teachers to start with. One of the things, again, I can't help being chauvinistic about our sector, but whenever in my role I was at meetings in Quebec City with my Francophone partners, there was real admiration for our collective view of what a principal, a teacher, does. The principal is the pedagogical leader in the school. So when we're talking about consultation, having your principals in on the discussions, they are pedagogues first. The educational consultants are not some evil part of the school board entity which must be eliminated. They're not just sitting there guzzling money. Those people were consultants as well. So they are also dealing with la valorisation du rôle du prof. We've talked about a centre d'excellence de l'éducation. This is about working, and there would be teachers on it. This is about working towards multiplying best practices and looking beyond our borders to find those best practices. So all of these are steps that need to be dealt with. Salary, the minister has noted as well that this is a challenge that has to be dealt with. It won't be dealt with tomorrow, and it will be dealt with responsibly. Moi, j'aimerais ça faire confiance aux enseignants, qu'on n'ait pas besoin de demander à un chef, un architecte ou à un athlète de repenser l'école québécoise. Moi, j'ai confiance aux enseignants du Québec. Je pense que c'est à vous qu'il faut parler pour repenser l'école québécoise. Je pense que ça prend un dialogue et pas une conférence où chacun des partenaires a 3 minutes à parler dans une consultation. Il faut faire le point. Les réformes s'ajoutent une à une depuis des années et on n'a jamais fini la dernière qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Ce serait pas temps de s'asseoir puis de faire le point, prendre un moment d'arrêt et de se poser la question, comment on fait pour faire mieux réussir nos jeunes? Quand on a un rapport qui nous arrive hier en nous montrant qu'on est les pires au Canada, il n'y a personne d'entre nous qui est fier de ça. Et moi, je suis persuadée que si on s'assoit, qu'on se parle, qu'on se donne des moyens, et vous êtes les premiers, vous êtes la première ligne à qui il faut parler. J'ai lu un livre dernièrement où on me dit que ça prendrait un ordre professionnel puis une maîtrise pour que vous deveniez bon. J'y crois pas. Je pense pas. Je pense pas que c'est avec un ordre professionnel ou une maîtrise que vous allez devenir meilleur. Je pense qu'il faut vous donner les moyens. Il faut donner les moyens aux classes. Le manifeste de Profs en mouvement nous a fait la démonstration de classes où c'est absolument terrible la composition des classes. Il faut revoir ça en vous donnant les moyens. Des seuils de professionnels à partir duquel on peut avoir une classe qui est acceptable. L'intégration, c'est une bonne idée, mais il fallait avoir les moyens de le faire. Et ce n'est pas ce qu'on a vu dans les dernières années. Vous n'avez pas eu les moyens de le faire. Alors, quand on voit dans les médias, parce que la seule chose dont on parle des médias, c'est que ça ne va pas bien, bien, c'est parce que vous êtes épuisé, parce que vous tombez malade. Mais pourquoi ça arrive? Parce que vous n'avez pas les moyens. Ce qu'on peut regarder en dehors de la boîte, est-ce que ça prend 2 profs en première, 2e année pour s'assurer de la réussite de nos élèves? Est-ce que ça prend plus de professionnels dans nos classes? Bien, c'est à ça qu'il faut regarder. C'est ça les solutions. C'est les premières solutions. Et
continue de croire que l'école, oui, doit être belle. Oui, c'est un milieu de vie dans lequel on doit être heureux. Et rentrer travailler et penser qu'on va être malade parce que l'école n'est pas dans des bonnes conditions, je ne pense pas que ça nous donne le goût de rentrer. Ça ne nous donne pas le goût de faire la classe. Alors moi, le défi que je nous lance, c'est de dire, est-ce qu'on peut prendre un moment d'arrêt? Arrêter de nous lancer des réformes sans calendrier. On a été capable de nous lancer un cours d'économie pour lequel, c'est drôle, on l'a mis en place en peu de temps, mais le cours d'éducation à la sexualité, ça, on n'a pas le temps de nous former. Ça prend de la formation pour l'éducation à la sexualité et c'est nécessaire. Nos jeunes ont besoin d'éducation à la sexualité, mais il faut que vous soyez prêts à la donner. Il faut que vous ayez les appuis aussi. Il faut qu'il y ait des professionnels qui vous accompagnent. Et ça, on ne les voit pas présentement. Quand je vois qu'il y a à peu près juste un sexologue dans une commission scolaire, c'est cette personne-là qu'il faut appeler cette journée-là quand ça vient de craquer, puis qu'on a un jeune qui vient de nous faire une déclaration importante, puis qui est à l'autre bout dans une autre région, ça n'a pas de bon sens. Alors, des professionnels pour vous appuyer, un seuil minimum lorsqu'il y a des enfants en difficulté dans vos classes, et surtout revoir toute la formation des adultes, la formation professionnelle, s'assurer qu'il y ait plus de permanence à travers le Québec. Quand ça fait 10 ans qu'on travaille et qu'on n'a pas encore de permanence, moi, je pense qu'on a un problème de société. Et moi, je souhaite qu'on ait de la stabilité. Et en région particulièrement, on a des problèmes de recrutement, de gros problèmes de recrutement. Mais il va falloir justement assurer cette stabilité pour garder nos profs, garder nos jeunes profs, mais aussi donner du mentorat avec ceux qui ont décidé de prendre leur retraite et qui allent donner un coup de main à ces jeunes profs-là pour pas qu'on les échappe. Et s'assurer justement, on vient d'avoir la confirmation que les stages, 4e année, vont avoir au moins une rémunération. Il était temps. Alors, il faut appuyer nos jeunes qui arrivent dans le milieu, mais il faut aussi faire en sorte que les cohortes d'enseignants puissent s'appuyer les uns les autres, mais s'appuyer aussi sur des professionnels qui sont là et qui doivent être au cœur des classes, parce que l'intégration, ça voulait dire ça. L'intégration venait avec des professionnels, mais malheureusement, ce qu'on a vu dans les dernières années, on a eu des coupures importantes de ces professionnels, et là, il faut réinvestir. Et moi, quand on me parle de ressources, je fais toujours attention à ce mot-là. Attention au mot « ressources ». Quand on me parle d'une ressource qui équivaut à 0,2 d'un psychologue en région, je ne sais pas c'est quoi un 0,2 psychologue. Je ne sais pas. Physiquement, je ne sais pas ce que ça a l'air. Et surtout que c'est une personne qui est dans une commission scolaire. Alors, il faut arrêter ce genre de répartition. La personne qui doit desservir nos enfants doit être au cœur de l'école. C'est là que ça prend quelqu'un. Cette semaine, on parlait des directions scolaires. Bien, un directeur, une école, il me semble que ça devrait être le minimum. Mais ça prend aussi des professionnels qui vous appuient. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Mais il faut le faire ensemble, il faut le faire dans le dialogue, il faut le faire dans le partage d'informations. Et c'est à ça que je nous invite. Our second question. As shown in media reports in recent months, the teachers of Quebec and in the rest of Canada are more and more frequently exposed to violence in the workplace. A number of our partners from other provinces, other teacher federations have conducted surveys like we did. In the Anglophone sector in Quebec, a recent survey of our members revealed that we face this reality on a daily basis. What solutions does a government led by your party propose to address this problem and ensure that teachers work in a safe and secure environment? C'est comme la loterie, hein? On ne sait jamais qui commence en premier. C'est comme dans la petite école quand on pigeait des noms, là. Qui commence l'exposé oral. C'est quoi c'est un sujet très sérieux, évidemment. Quelle est l'origine de cette violence-là qu'on vit dans les classes? Évidemment, il y en a plusieurs, mais il y a des situations familiales difficiles, il y a des situations socio-économiques, il y a des inégalités sociales, il y a de la pauvreté. Donc, si on veut régler ça, il faut qu'on s'intéresse
à la racine de ces problèmes-là. Et donc, il y a différentes mesures qu'on peut mettre en place. Il y a des mesures plus immédiates dans le secteur de l'éducation, des mesures plus macro aussi dans toutes sortes d'autres domaines. Commençons par l'éducation. On a parlé tantôt, si on réduit le ratio du nombre d'élèves par classe, ça va commencer à être un peu plus gérable. Une classe à 16-20 qu'une classe à 26-28, etc. C'est plus facile de contrôler les éléments plus perturbants, les élèves plus perturbants dans cette taille-là. Ensuite, si on peut appuyer le personnel enseignant avec des ressources, avec des personnes ressources, orthopédagogues, orthophonistes, sexologues, psychologues, vous les connaissez, vous pouvez les nommer mieux que moi, mais si on peut vous appuyer quand il y a des problèmes, quand il y a des crises, comme ma collègue Mme Poirier le disait, si la sexologue est à l'autre bout de la région, ça ne sert pas à grand-chose parce que le besoin est maintenant. Et puis souvent, quand on identifie, ou en tout cas on a un soupçon qu'un élève a peut-être un HDAA, le diagnostic peut prendre plusieurs semaines, des fois plusieurs mois avant d'arriver et donc avoir une conséquence sur son parcours éducatif. Et ça, c'est un problème. Au niveau macro, maintenant, je pense qu'il ne faut pas oublier ce niveau-là parce que bien sûr, il y a des mesures immédiates dans l'école qu'on peut mettre en place, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe dans la société a beaucoup d'influence également. Je pense, entre autres, à la pauvreté. Il y a différentes choses qu'on doit faire pour lutter à la pauvreté. Une mesure forte de mon parti, c'est le salaire minimum à 15 $ l'heure. Alors, si on rehausse avec les normes du travail la valeur du salaire minimum, il y a beaucoup de gens qui vont réussir à sortir de la pauvreté et de pouvoir se loger décemment, manger décemment, sortir de temps en temps avec les enfants au restaurant ou au cinéma, bref, se libérer un peu l'esprit, souffler d'un point de vue financier, baisser l'angoisse à la maison et on l'espère donc avoir moins de répercussions dans la classe. Sinon, au niveau de la santé de manière plus générale, entre autres peut-être même juste sur la santé mentale, nos CLSC sont complètement vidés de leur substance. On n'a presque plus de médecins qui pratiquent. Il y a presque plus de travailleuses sociales qui sont là. Il y a des stricts minimums, mais on devrait avoir beaucoup plus de ressources immédiates qu'on appelle de première ligne avant qu'on se rende à l'urgence pour des petits bobos qui pourraient être traités plus immédiatement, plus rapidement. Alors, si on investissait dans les CLSC comme vraie première ligne de défense en matière de santé, je pense qu'on aurait beaucoup de résultats intéressants assez rapidement. Et je terminerai là-dessus. Je reviens un pas de recul sur les normes du travail. Je parlais de la hausse du salaire minimum, mais le nombre de vacances aussi. En ce moment, c'est 2 semaines de vacances par année dans les normes du travail. Maintenant, on propose de l'augmenter, de passer jusqu'à 4. Pour que les gens puissent souffler un peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui ont des professions, qui ont des conventions collectives. Évidemment, on a plus de vacances, c'est bien, mais pour beaucoup de personnes qui travaillent, qui n'ont pas de syndicat, qui n'ont pas de protection de leurs conditions de travail, ils vivent avec seulement les normes du travail et ils ont 2 semaines de vacances par année. C'est vraiment pas beaucoup pour relaxer, pour se libérer l'esprit, pour s'occuper de ses enfants, avoir des congés de maladie payés pour s'occuper de ses enfants, parce qu'en ce moment, ce n'est pas payé, les congés de maladie. Donc, toutes sortes de choses qu'on peut faire en matière de normes du travail, en matière de santé publique, pour aider les familles à souffler et s'occuper encore plus, être plus présents pour leurs enfants, et donc, la répercussion, vous aider dans vos classes. Merci bien. Je pense que mon collègue a quand même raison sur certains points. C'est vrai qu'il y a une part des problèmes qu'on vit dans l'école, dans la classe, qui, évidemment, n'ont pas leur source dans l'école, puis n'ont pas leur solution dans l'école non plus. Évidemment que la lutte à la pauvreté, puis l'augmentation des salaires, puis de créer des emplois qui sont davantage payants, c'est sûr que ça améliore le climat social et donc le climat dans une classe. Là-dessus, je pense qu'il a tout à fait raison. Il faut aussi voir ce qui se passe directement dans les écoles, dans les classes. Nous, on pense qu'il faut avoir un plancher de services professionnels à l'échelle de l'école, un minimum. Et on voudrait l'établir sur 3 critères. D'abord, évidemment, la taille de l'école. Dans certaines régions, il y a 80 enfants dans une école. Donc, évidemment qu'on ne peut pas avoir le même plancher de service que dans une école secondaire où il peut y avoir 500-600 enfants, mais il faut tenir compte du nombre d'élèves dans l'école. Deuxièmement, évidemment, le milieu socio-économique et, évidemment, aussi, le 3e point, le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage. Des déserts de services professionnels ne devraient jamais exister. Et ça existe beaucoup, en région, et ça existe encore plus dans le réseau anglophone, je le sais, parce que vous êtes éparpillés sur le territoire. Évidemment, il y a l'exception montréalaise, là, mais il y a beaucoup d'endroits où il y a une seule école avec de nombreux kilomètres aux alentours. C'est extrêmement difficile d'avoir des professionnels. Moi, je pense qu'il faut penser à l'extérieur de la boîte. Ça se peut aussi
que deux centres de services, un francophone et un anglophone, mettent en commun des ressources pour avoir des professionnels. Faisons passer les enfants d'abord. Et je pense que l'objectif, autant évidemment pour les enfants en premier, oui, avant les enseignants, puis évidemment pour les enseignants, d'avoir accès à des ressources professionnelles, même si on est une école isolée, puis qu'on est très, très loin d'une autre école dans le réseau anglophone, c'est essentiel. Dans notre façon de revoir les centres de services, on les appelle les écoles communautaires. On veut que les portes des écoles soient ouvertes. C'est plus vrai dans le réseau anglophone que francophone. Il y a davantage la communauté qui s'implique, mais on veut l'institutionnaliser. On veut que ce soit dans la loi. On veut que ce soit des écoles ouvertes sur la communauté et que la communauté ait vraiment son mot à dire, que ça soit pas que la majorité des décisions ne soient pas prises loin, loin dans un centre, dans une commission scolaire à 20, 30, 40, 50 kilomètres. On y croit. On veut arriver avec la fin de l'intégration sauvage. Moi, je l'ai vécu comme enseignant. J'ai vécu des intégrations formidables, des histoires à succès à faire pleurer comme un bon film. Puis j'ai vu aussi des intégrations abominables où, dans le fond, c'était très, très triste pour l'enfant qui était intégré dans une classe régulière, il n'avait pas sa place là. Et pour les 25 autres enfants aussi. Parce que c'était comme un petit volcan au milieu de la classe. Quand le volcan explose, là, il n'y a pas juste le volcan qui explose. Il y a tout le village en bas de la montagne qui est brûlé. Puis c'est drainant pour les enfants, c'est épuisant pour les parents. Puis évidemment, ça, c'est le genre de choses qui poussent à l'épuisement des enseignants. J'ai eu certaines années extrêmement difficiles. Heureusement, je n'ai pas eu 2 collés. Je ne sais pas si j'avais continué à enseigner. Si je prends mes 2 pires années extrêmement difficiles dans ma carrière, si je les colle, peut-être que je décroche de l'enseignement. Et c'est juste par chance que j'ai pas eu ça. Et il faut prendre les moyens pour que ça n'arrive pas. Donc, moi, je pense que l'intégration sauvage, là, ça suffit. Puis oui, il faut donner de l'argent spécifiquement pour des classes spécialisées. Parce que c'est pas tout le monde qui est intégrable. Et c'est pas vrai qu'on décide, dans le centre de service ou dans la commission scolaire, on a 3 classes. Donc, on a 3 classes de 15, on a 45 places, puis on prend les 45 pires. C'est ça qui arrive. Puis il y a une liste d'attente. On devrait plutôt regarder, on a combien d'enfants qui bénéficieraient vraiment de classes spécialisées. Si c'est 45, on ouvre 3 classes. Si c'est 30, on ouvre 2 classes. Si c'est 120, ouvrons 7, 8 classes. Il faut faire le nombre de classes en fonction du nombre d'élèves. Le but des élèves, ce n'est pas de remplir des classes. C'est le contraire. Et pour ça, il faut que ceux qui prennent les décisions, ça soit ceux qui connaissent les enfants par leur nom. Et pour ça, oui, il faut accepter de revoir les structures. Merci. Je suis toujours choquée de voir qu'un milieu de travail peut être insécure. Je suis toujours choquée aussi de voir qu'on n'a pas de moyens pour... Je ne pense pas qu'on peut des fois empêcher les choses, mais qu'on n'ait pas de moyens pour aider la personne victime de violence. Mes collègues ont raison, la source de la violence d'un enfant peut être multiple. Là-dessus, on n'a aucun problème, on s'entend. Mais la source d'une violence contre un professeur, c'est autre chose. Mais c'est l'appui. Quel appui, quel soutien les profs ont à partir du moment où il y a un événement de violence. Et je pense que c'est là qu'il faut s'attaquer. Jean-François a raison. On a peur de parler des classes spécialisées. Il y a une espèce de chapelle là-dessus. Il n'y a personne qui veut parler des classes spécialisées. Bien, il va falloir en parler. Il va falloir se dire que oui, il y a des enfants qui ont besoin d'être dans des classes spécialisées, qu'on a besoin de les sortir temporairement ou de façon plus permanente, mais dans des classes mieux adaptées pour eux. Et ça, il va falloir se donner cette vérité-là. Alors, c'est sûr que le parent ne sera pas content, mais il va falloir aussi expliquer. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est à partir du moment où l'enseignant dans sa classe a besoin d'un plan d'intervention pour un élève, que ça prend des mois, des années. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pendant ce temps-là, cet enfant-là n'a pas les services nécessaires
Parce que tant qu'il n'y a pas de plan d'intervention, bien, il n'y a pas les ressources qui viennent avec le plan d'intervention. Alors, pourquoi ça nous prend tant de temps? Et là, il va falloir attaquer une autre chapelle qui s'appelle maintenant les mesures dédiées. Et là, ça, c'est des choix, école par école. Alors, je le sais que 3 TES, c'est moins cher qu'un psychologue. Mais ça fait partie des choix qui sont faits. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder cette offre de services nécessaires de façon peut-être plus territoriale, de façon plus globale, au lieu de faire des choix école par école? Donc, je pense qu'il faut regarder ces chapelles-là. Et il y a là des moyens pour accompagner justement les enseignants dans leurs besoins. On en parle depuis très longtemps, mais l'intimidation dans le milieu scolaire est un réel problème. L'intimidation, on en a parlé dans les dernières années, on a fait une loi, on a fait des plans d'action, plein de mesures. Ça fonctionne pour certains. Mais l'intimidation, elle ne se fait pas juste entre les élèves. Et c'est surtout de ça dont on a parlé, de l'intimidation entre les élèves. On n'a pas beaucoup parlé d'intimidation versus les enseignants. Et ça, c'est un volet qui doit être adressé. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes, des organismes qui réclament une loi cadre pour contrer les agressions sexuelles, mais moi, je pense qu'il faut regarder la violence sous toutes ses formes et arrêter de la regarder à la pièce. Dans les cégeps universités, on a décidé que ça prenait une loi cadre et ça s'est fait très rapidement. Je pense qu'on pourrait se donner cette réflexion-là dans les écoles primaires et secondaires. Carole is surely right when she talks about how unacceptable it is for those to whom we entrust our kids every day, for anybody to wake up in the morning and go to work scared. That's absolutely unacceptable. And the work of any government starts by identifying the problem et l'ampleur du problème. Where, with respect, I worry that all of my colleagues are on rather dangerous ground, and I hope I'm misinterpreting. Let's not make a direct equation between les enfants de EHDA et le problème dont on parle. That's a very, very, very dangerous place to go. And I'm not discounting the fact that there are students in your classes with deep behavioral problems for whom there are additional resources. Yes, and perhaps occasionally the necessity that they be removed temporarily from the class or be taught in a different setting. Those options remain available while leaving integration as the default and most desirable position. Carole dismissed with a couple of seconds the fact that there's a loi cadre and that there are des plans d'intervention. Well, I'm not sure those are as insignificant as that. Bill 56 made it imperative that every school have a plan d'intervention, that there be a répondant identified in every school, that everybody knows is la personne responsable. We have adopted Bill 151 and spent so much time, along with our partners in the National Assembly, worrying about and building greater sensitivity to the issues of sexual violence and harassment on campuses. That's not without its impact on the youth sector as well. The investments, again, made in infrastructure make schools more secure and safe places. Bill 105, which moved us away from discussions about structure, did note that in exceptional circumstances, the school board, and the minister might need to exercise powers to make sure that your safety is absolutely ensured. We have made enormous steps in terms of how we are funding services to students with special needs. Amongst my most frustrating meetings during my years at QESPA, we're looking at a hopelessly complicated and non-imputable formula for how to fund special needs students with lists of codes and so on. Sometimes the unions and us disagreed on this, but we've come to and are working with you on a better formula to work on that so that students with great difficulties
are getting the services they need, and if it's necessary, and if there is an intersection between their problems and the issue we're talking about right now, perhaps they do have to be in a different setting. The last thing I think is, again, to make sure that the table is set for those on the ground, teachers, to be fully implicated in the discussion of solutions. And the kind of decentralization we've talked about, while maintaining structures that assure regionally tailored responses to problems. Dealing with intimidation is not always the same in a school in Chibougamau with only split classes or dealing with one in central Montreal. I think we put in place the structures that have us dealing with these issues responsibly. Au sujet de la violence, qui est un enjeu assez complexe, qui est un enjeu sociétal. Merci de vos réponses en passant. Nous sommes en train de travailler pour nos enseignants sur cet enjeu-là. Nous avons réalisé un sondage récemment qui est en train d'être analysé, dont les données sont en train d'être analysées. Notre objectif là-dedans, c'est pas simplement de dénoncer la violence dans le milieu scolaire dont sont victimes nos membres, mais d'en arriver avec des recommandations pour travailler avec les commissions scolaires, puis aussi avec le ministère, avec le gouvernement, pour trouver des solutions afin d'assurer un milieu sécuritaire et exempt de violence pour nos enseignants, pour nos membres. Maintenant, lorsque cette analyse-là sera complétée, je m'engage à partager avec tous les partis parce que je crois que, comme plusieurs enjeux en éducation, les solutions ne doivent pas être partisanes ou l'effet de politique partisane. Je pense que ce sont des enjeux qui sont sociétaux et tout le monde doit être mis à contribution. Donc, comme je vous le dis, je m'engage à partager avec vous les résultats de notre analyse et aussi les recommandations afin d'alimenter le débat et pour trouver des solutions ensemble pour améliorer l'environnement de travail de nos enseignants. Now, we're going to end with the third question because Mr. Bildbaum needs to have other engagement, public engagement, not personal, I don't think. So I will read the last question and then we'll do a round of answers and that will be the end of that block of our evening. So it goes like that. Au secteur anglophone, nos enseignants sont confrontés à des classes dont la composition est de plus en plus lourde et déséquilibrée, ce qui rend leur tâche d'autant plus complexe et difficile. L'exode de nos meilleurs élèves vers des programmes particuliers sélectifs, de plus en plus particulièrement dans la région de Montréal, ou des écoles privées, combiné à l'augmentation de la proportion et de la diversité des élèves HDA inclus en classe régulière, ce qui est particulièrement notable pendant les 10 dernières années. Ce sont autant de facteurs qui contribuent à exacerber cette réalité. Les enseignants ont l'impression qu'ils sont constamment à éteindre des feux, ça a été mentionné à plusieurs reprises dans vos présentations aussi, et ont de moins en moins de temps à consacrer à l'enseignement. Donc, quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en place afin de susciter un rééquilibrage dans la composition des classes et permettre aux enseignantes et aux enseignants d'avoir l'espace nécessaire pour enseigner et aider leurs élèves à progresser? Dans un premier temps, je me permets de noter à nouveau, et ce n'est pas anodin, qu'on s'est convenu pour les derniers 2 ans, les prochains 3 ans, sur des conventions collectives. Est-ce qu'ils étaient difficiles? Est-ce qu'il y avait des compromis faits d'un côté et de l'autre? Oui, mais c'est du jamais vu. 5 ans de stabilité. And I'm sure there are things in there where QPAT put some water in its wine and in its cartel with the FSE and the CSQ. I'm sure there are issues that will be back on the table at the end of those 5 years. But when you talk about laying the table in the classroom, we work together, our government and yours, along with 450,000 Quebec civil servants, and we signed labor agreements looking each other in the eyes that we agreed upon, including class size, which will never be small enough. But decisions on those key matters will be made based on the state's ability to pay and
based on the positioning of education as a priority, et c'est quelque chose que le ministre rend clair chaque jour, ainsi que le Premier ministre, avec l'appui de son caucus. En quelque part, je crois qu'on va convenir que le problème à son côté, qui est de la bonne nouvelle aussi que de la mauvaise nouvelle. I'm talking about the explosion of numbers of those who are identified as having special needs. Part of that is due to scientific innovation, good research, the support of teachers in doing early identification, a greater emphasis supported by our government in early intervention, which has resulted in a greater number of students identified. Now, I expect that you will agree, as professionals and as parents, and thinking about the parents of those kids who might now be identified, that's not bad news. It's very difficult to learn that your child has early onset autism, but you need to know at 1 year old rather than at 5 years, so that professionals, including and above all, particularly teachers, are there to intervene. So part of the issues we're dealing with is a greater number of students avec des difficultés d'apprentissage et de l'adaptation, mais c'est parce qu'il y avait eu des avances aussi. Écoutez, les ressources ne seront jamais totalement au rendez-vous, mais on parle de 2,4 milliards de dollars de confier à cette problématique depuis 1 an et pour les prochaines 3 ans. C'est pas anodin, c'est réel. Donc, c'est en travaillant ensemble qu'on va faire mieux. J'insiste une autre fois sur l'importance des instances régionales qui répondent à la communauté, c'est-à-dire les commissions scolaires élues. If I look at some of the most innovative and important approaches to dealing with students with special needs, they were the result of local adaptations. School boards, and actually in a historic agreement on 8.10 of the agreement with QPAT, the school organization was given a great deal of autonomy so that, just to give you an example, if the grade 3 teacher had particular expertise in dealing with students with behavioral difficulties, the school council, together, along with the principal, might decide that that teacher would be liberated for a few hours each week to work directly with his or her kids, while another grade 3 teacher took care of the other classrooms. Those kinds of innovative solutions depend not on some faceless, weird regional authority. They depend on real flesh and blood consultants and school boards elected by the English-speaking community they serve. Alors, si j'ai bien compris la question, vous nous posez, à savoir que le secteur anglophone et sa composition des classes, particulièrement avec les programmes particuliers versus la sélection versus le privé, comment on fait pour trouver une solution à tout ça? Je pense que la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'on doit, et moi je pense que oui, remettre en question les projets particuliers à sélection dans l'école publique? On parle toujours de l'écrémage du secteur privé, qui vient chercher nos meilleurs éléments et qui fait que la composition de la classe en est affectée dans le public. Mais je crois aussi que les projets particuliers au public font aussi cet écrémage et viennent chercher aussi des éléments qui pourraient se retrouver dans nos classes régulières. Dans le manifeste de Profs en mouvement qu'on a reçu cette semaine, il y a un témoignage qui m'a troublée profondément. C'est un prof de 4e année qui décrit le portrait de sa classe. Et vous me permettrez de vous en lire un petit bout, et je suis persuadée que plusieurs vont se reconnaître. 21 élèves, 5 ont déjà repris une année. 3 élèves ont des troubles de comportement. 1 TC plus trouble de l'attachement plus retard d'apprentissage d'environ 2 ans et demi, 3 ans d'échec. 2 TC plus trouble de l'attachement. 3 TC avec opposition plus TDAH, aucun médicament, plus diabétique non contrôlé, 2 à 5 fois par jour en hypoglycémie.
4 élèves qui ont des retards d'apprentissage, dont un élève plus haut avec environ 2 ans et demi, 3 ans de retard. 2 élèves dyslexiques qui utilisent des outils technologiques. 1 TDA médicamenté et un en échec. 2 troubles anxieux sévères. 1 élève dysprasique, dyslexique et TDA qui demande beaucoup d'adaptation autour, coquille isoloir référentiel sur son bureau. 1 élève TDAH non médicamenté qui dérange autant les TC. 1 élève en échec depuis la 2e étape. Ses parents se chicanent constamment et ils gardent tout pour lui. Il pleure sans vouloir parler. 1 parent qui veut des exercices supplémentaires en maths et lecture chaque semaine. 9 élèves qui fonctionnent super bien. Donc 4 élèves avec une moyenne de 90-95. Est-ce que c'est votre réalité? Les gens quand on parle justement des classes avec les enfants HDA, on a une hausse de 15 000 en 2 ans. 15 000 nouveaux étudiants diagnostiqués. Où sont les ressources? Quand on parle de plancher, quand on parle de seuil de ressources, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Parce que des compositions de classe comme ce témoignage, c'est inacceptable. S'il n'y a pas les ressources pour s'occuper de l'ensemble de ces enfants-là, on n'y arrivera pas. Mais moi, ce que je veux, c'est que ces enfants-là puissent réussir aussi. Et je ne veux pas qu'on leur donne des notes gonflées puis des bulletins modifiés. Je ne veux pas qu'on décide, à partir d'un certain niveau, qu'ils n'auront jamais de diplôme d'études secondaires, qu'ils n'auront même pas droit à la formation professionnelle. Mais si on donnait les moyens à ces enfants-là de réussir, ils pourraient aller en formation professionnelle, puis ils pourraient avoir leur diplôme d'études secondaires. Alors, pourquoi on ne se donne pas ces moyens-là? Il faut que la priorité, ce soit l'éducation au Québec, parce que ça, c'est l'avenir aussi de notre main-d'œuvre de demain. Si ces jeunes-là décrochent, si ces jeunes-là ne réussissent pas, quelle main-d'œuvre on aura demain matin? Alors moi, je nous convie à un grand rendez-vous. Il va falloir se donner le rendez-vous que la priorité, c'est l'éducation au Québec. Merci. J'ai vu 3 sous-questions à votre question. Il y avait la question de la diversité des élèves HDA, les écoles privées et les programmes sélectifs. Donc d'abord, pour les élèves HDA, je pense qu'on l'a abordé quand même pas mal dans la présentation ce soir. Plus de spécialistes, un plus bas ratio pour être capable de gérer les HDA dans votre classe de manière efficace. Donc ça, je pense qu'on a bien couvert ça, tous les partis ce soir. La question des écoles privées, j'insiste sur le fait qu'à Québec solidaire, on a un plan de transition pour cesser le financement des écoles privées par de l'argent public et donc ça va impliquer une intégration de la plupart de ces écoles-là dans le réseau public. On est les seuls sur la patinoire avec cette position-là, avec ce plan-là actuellement au Québec. Maintenant, sur les programmes particuliers, sélectifs, nous, on n'est pas contre, évidemment, les programmes à vocation particulière, les projets pédagogiques particuliers, mais on insiste pour que ça ne se fasse pas avec une admission fondée de manière élitiste, sur des grosses notes, sur des gros examens. Puis je me permets de vous faire une anecdote très personnelle. Moi, j'ai fait tout mon parcours scolaire au public et au secondaire, j'ai eu la chance de participer à un programme dit particulier qui était en musique. Alors, pendant 5 ans, j'ai eu la chance d'apprendre ce bel instrument qui est le violon. À l'entrée de ce programme-là, il n'y avait pas d'examen sur nos notes, les maths, le français, etc. Il y avait seulement un petit examen de base pour savoir si on était capable de différencier les notes, si on avait un minimum d'oreilles pour être capable de s'amuser quand même dans une classe de musique. Mais on était mélangés en dehors de ces cours-là avec les classes régulières. Il n'y avait pas de cocon entre nous. Et j'ai vu quand même l'effet intéressant dans mes collègues dans la classe de musique qui n'étaient pas très bons à l'école, mais le fait d'avoir ce projet-là les a certainement encouragés à ne pas décrocher pendant leur parcours scolaire. Il y a quand même un volet intéressant à ça, mais j'insiste sur la question qu'il ne faut pas avoir de la sélection élitiste de ces programmes-là pour ne pas faire de l'écrémage et que les classes dites régulières se ramassent avec tous les cas plus lourds. Parce que sinon, on arrive à un phénomène, le terme a été utilisé d'ailleurs dans un rapport en 2016 du Conseil supérieur de l'éducation, un phénomène de ségrégation scolaire, où on a 2 classes, des classes sociales qui se reflètent. Déjà qu'elles sont assez fortes dans notre société, mais là, en plus, elles se reflètent dans l'école, dans la classe scolaire, et ça, c'est un problème. Donc, si je résume, d'un côté, on met fin aux subventions
public des écoles privées. On intègre la plupart de ces écoles-là dans le réseau public. On appuie les profs avec plus de ressources pour les HDA, les ratios plus bas de nombre d'élèves en classe, et on met fin à la sélection élitiste. Et je pense que l'ensemble de ces mesures-là sont complémentaires et pourraient changer réellement les choses pour vous dans vos classes respectives. Merci. Merci bien. Je commençais par vous rappeler que je suis un prof du public et que je pense retourner dans le public. Mais je nous mets en garde contre solution facile de dire ben, on a juste à couper le financement des écoles privées. En ce moment, il y a plus d'élèves qui participent à un programme sélectif dans le réseau public que dans le réseau privé. Il y a plus d'élèves qui sont écrémés par le réseau public que par le réseau privé. Donc, c'est vraiment un mirage de dire on va aller couper la tête du dragon du privé, là, ça va bien aller dans le royaume. C'est pas comme ça, c'est pas réaliste, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il va falloir donner le goût aux parents d'inscrire leurs enfants dans des classes régulières. Ouf. Il va falloir donner le goût aux adolescents, parce que c'est surtout au secondaire, hein, d'aller dans une classe régulière. De quelle façon? Mais on peut faire ce que mon collègue vient de dire. D'abord, créer des programmes qui ne sélectionnent pas. Par contre, si on fait ça, on s'entend. On ne peut pas faire 3h30 de violon par jour puis penser que par magie, le programme que les autres voient en 5 heures, ces élèves-là, qui sont déjà en difficulté scolaire, qui ont passé sur la fesse en 6e année, là, par magie, sont capables de le voir en 2 heures. C'est pas réaliste. Une des solutions, et ce que nous, on met de l'avant, c'est de donner 5 heures par semaine de parascolaire gratuit. Ça s'appelle investir en éducation. Investir dans le parascolaire, c'est vrai, mais nous, on pense que la vie de l'école, c'est pas juste français, maths, sciences, histoire. Le parascolaire, ça fait partie de la vie de l'école. Et on n'est pas en train d'alourdir la tâche des enseignants. Il n'y a pas d'enseignants qui sont obligés de rester, puis de là, après ta tâche d'enseignement, d'enseigner l'histoire en secondaire 3, tu es obligé de jouer au basketball avec les jeunes. C'est pas ce qu'on dit. Mais si on offre 5 heures de parascolaire gratuit par semaine, ça veut dire 1 heure par jour, grosso modo. Ça peut être avant, ça peut être sur l'heure du dîner avant le dîner, ça peut être sur l'heure du dîner après le dîner, ça peut être après l'école, et qu'on combat le péril jaune, ça c'est le péril des autobus scolaires au Québec, puis qu'on dit, bien là, les autobus, ils vont partir après l'heure de parascolaire. Ça va coûter cher, ça va être compliqué. Ouais, mais si c'est une priorité, ça veut dire que ça passe avant les autres choses. C'est ça le principe d'une priorité. Ça passe avant le reste. C'est pas le parcours de l'autobus, c'est pas le budget du transport scolaire qui dit aux écoles ce qu'ils vont faire, puis à quelle heure ils vont ouvrir, puis à quelle heure ils vont fermer. Ça, c'est vraiment, je pense, la mauvaise façon de penser. Donc, je suis convaincu que si on disait à beaucoup de jeunes, tu peux faire un hors-études sans aller à un hors-études. Tu peux faire 3 heures de violon par semaine, minimum. Tu peux faire 4 heures de natation par semaine, mais tu es au régulier. Tu n'as pas besoin d'aller dans un sport-études, tu n'as pas besoin d'être sélectionné. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Je pense aussi qu'il y a quelque chose là pour que les jeunes aiment quelque chose à l'école. Souvent, ce qui les garde à l'école, c'est pas, je ne veux pas vous faire de la peine, mais c'est pas nécessairement votre enseignement. Des fois, c'est la ligue d'improvisation, c'est la ligue de hockey casum, c'est le volleyball, c'est le théâtre. Moi, au secondaire, c'était le théâtre. Et c'est ça qui peut les garder accrochés. Et c'est ça qui fait une vie d'école, une vie communautaire. Mais pour ça, ben oui, il faut changer les horaires d'autobus. Puis oui, il faut déplacer l'heure du dîner. Il faut arriver des fois peut-être un petit peu plus tôt, partir un petit peu plus tard, sans alourdir la tâche. Changer l'horaire, l'offrir à tous. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, en ce moment, s'inscrivent dans un programme sélectif sciences-études, arts-études, sport-études, qui vont dire, bien là, moi, c'était pas nécessaire là, d'aller en arts-études. Je ne m'en vais pas aux Jeux olympiques. Là. C'est juste que j'aime beaucoup jouer au hockey. J'aime beaucoup la natation. Mais là, je peux le faire autrement. Ça va ramener les jeunes dans des classes régulières. Ça va faire une vie d'école qui sera beaucoup plus intéressante. Et je pense qu'on sera tous gagnants de cette façon-là. Merci. Écoutez, ça met fin à ce bloc et je voulais prendre 2 petites minutes pour vous remercier sincèrement, au nom de la PEC, de vous être prêtés au jeu ce soir. Pour moi, ça démontre les 4 partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui sont ici présents, qui prennent part à un débat respectueux. Ça démontre la force de la démocratie au Québec. Et surtout la chance qu'on a de vivre dans une démocratie où, même si les débats peuvent devenir houleux ou parfois acrimonieux, pacifiques.
Donc, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Et je voulais terminer en disant que les députés, les politiciens en général, un petit peu comme les enseignants, ne sont pas très valorisés dans notre société à l'heure actuelle. Et je voulais vous valoriser un petit peu avant que vous partiez, en vous disant qu'on admire vraiment votre engagement politique. Le fait que vous avez décidé de mettre un petit peu votre vie de côté pendant un certain nombre d'années pour un engagement politique, pour représenter vos concitoyens et concitoyennes, puis porter un projet de société, quel qu'il soit, de votre parti respectif. Donc, je voulais vous dire que c'est admirable, puis je voulais vous remercier pour ça également, pour faire fonctionner la démocratie dans laquelle on vit. Et encore une fois, je vous remercie de votre présence ce soir au nom de l'APEC.